Soyez les bienvenus, on est ravis d'être avec vous pour ce rendez-vous exceptionnel consacré à la Covid-19. Que fait la Genève internationale? C'est un rendez-vous unique sur les Monts Bleus, même si on suit au jour le jour l'actualité de la Covid-19, eh bien on a voulu ce rendez-vous spécial pour nous éclairer sur ces questions. Et à mes côtés pour ce rendez-vous unique, Annick Chevillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, responsable du flux santé chez ID News. Oui, c'est ça. Et Bonjour. ensemble, nous allons accueillir nos spécialistes, dont Gordon Silberschmidt. Bonjour, merci d'être Bonjour. avec nous. Vous êtes directeur du département partenariat sanitaire et multilatéraux à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et puis avec nous également à distance, Bettina Boric. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé à l'Institut de santé globale à l'UNIGE, directrice exécutive de la Fédération internationale des associations de santé publique. Et puis également, avec nous à distance également, Thomas Queny. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général de la Fédération internationale de l'industrie du médicament, l'IFPMA. Et avec vous, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, juste avant d'entrer dans le vif du sujet avec vous tous. Annick, vous avez signé ce rapport pour la Fondation pour Genève, qui est intitulé comme le titre de ce rendez-vous Covid-19. Que fait la Genève internationale? Quels sont les enseignements de ce rapport qui est disponible gratuitement sur le site de la Fondation pour Genève, qui était à l'origine évidemment de ce document? La question était centrale par rapport à Genève, mais aussi par rapport à la Genève internationale. C'est que pendant la crise l'année passée, on a beaucoup parlé de ce qu'ont fait les États pour leur population, ce qui est logique. Mais à Genève, l'OMS, tête de pont de la Genève internationale en termes de pôle de santé, a aussi agi, énormément agi, mais on a peu relevé ce qu'elle avait agi. On a beaucoup critiqué l'OMS et aussi peut-être des partenaires, mais en fait, elle a fait beaucoup. Mais il n'y a pas que ça, il y a des choses toutes bêtes, toutes simples. Le Covid-19 a été baptisé à Genève. Le nom du virus SARS-CoV-2 a été baptisé à Genève. Il y a le règlement sanitaire international qui joue aussi un rôle important pour les États, qui doit être respecté. La réponse sanitaire au niveau mondial est aussi partie de Genève. Donc en fait, dresser ce tableau global permet de voir ce qui a été fait de manière objective et puis des leçons à tirer. Les leçons à tirer, c'est vraiment par rapport à l'OMS et par rapport aux réformes qui vont venir. Parce qu'en fait, quand on fait quelque chose, on fait évidemment des erreurs et on peut en tirer des enseignements pour s'améliorer en fait. Beaucoup de choses dans la gestion de la pandémie au niveau mondial se sont jouées ici à Genève. C'est ce qu'on va éclairer avec vous. Et c'est vrai que ce rapport nous a donné envie sur les Monts Bleus d'aller un petit peu plus loin. Et c'est ce qu'on va faire maintenant pour savoir justement comment, à partir d'aujourd'hui, se gère cette pandémie qui dure maintenant depuis plus d'1 an et qui enquiquine un petit peu une grande partie de la planète. Alors, on a la chance justement de vous avoir, Gordon Silberschmidt, de l'Organisation mondiale de la santé. On assiste vraiment à une vraie pagaille entre les pays sur, évidemment, cette vaccination. Est-ce qu'aujourd'hui, on assiste à une forme de nationalisme vaccinal et en quoi, justement, votre organisation, l'OMS, peut éviter tous ces tiraillements qui sont vraiment un handicap pour la progression? Hélas, oui, il y a trop de nationalisme vaccinal. Avec le partenariat COVAX, avec d'autres partenaires comme le Gavi, UNICEF, le Fonds mondial, on essaie vraiment de rassembler tout le monde parce que le monde va mieux si tout le monde peut avoir accès au vaccin et pas seulement les pays riches. Il y avait même une étude récente de la Chambre de commerce internationale qui a montré que si les pays riches vaccinent toute leur population, ils sont perdants économiquement. On est mieux sans nationalisme vaccinal, du point de vue éthique, du point de vue santé, mais aussi du point de vue économique. Moi, ce que je remarque, c'est que le projet COVAX est une des grandes réussites de l'OMS l'année passée, notamment avec l'accélérateur ACT. Mais il y a pas mal aussi d'études qui sont faites qui disent qu'en fait, le projet COVAX est un peu voué malheureusement à l'échec. Qu'est-ce que fait l'OMS et ses partenaires pour faire en sorte que COVAX devienne une vraie réussite au niveau mondial? Moi, je me rappelle quand j'étais ambassadeur à la santé globale au gouvernement suisse lors du H1N1, on a essayé le partage de vaccins, on a totalement échoué. Dans ce sens, avec COVAX, le monde fait beaucoup mieux, mais vous avez raison, il ne fait pas assez bien. Et ça, et vous le relevez bien dans votre rapport, le défi qu'on critique souvent l'OMS pour les échecs des États membres. Mais l'OMS n'est rien d'autre que les 194 États membres. Et on est sujet à la politique mondiale, on est sujet au nationalisme et autres, et on essaye au mieux de gérer.
notre directeur général, le Dr Tedros, appelle à la solidarité depuis tout le début. Et on essaie du mieux. Ça veut dire, est-ce que le verre est moitié plein, est-ce qu'il est moitié vide? Bon, je pense que les deux sont justes. On va demander à Thomas Koenig, qui représente l'industrie du médicament, justement, de votre point de vue, dans votre secteur, quel regard portez-vous sur ces questions? En principe, le bilan n'est ni noir ni blanc. Lorsqu'on regarde tout d'abord, il faut se rendre compte qu'on a un succès incroyable. Il y a encore une année, il y aurait peu de monde qui ont attendu qu'on n'a pas seulement un, mais plusieurs médicaments, vaccins qui sont sûrs et extrêmement efficaces après moins d'une année. C'est grâce aux efforts des scientifiques, des laboratoires multinationaux, des grandes firmes qui ont initié des partenariats avec COVAX parce que l'IFPMA ainsi que nos collègues des pays en bas de développement, nous sommes à plein droit membres du COVAX. Il y a des vaccins, plus que 30 millions de doses, qui sont arrivés à Kigali, à Nairobi, à Accra et à Abidjan le même jour où les premiers vaccins sont arrivés à Tokyo. Et là, franchement, je comprends un peu mal la polémique qui était lancée déjà en janvier du docteur Tedros, qui a hurlé que les jeunes dans les pays riches de bonne santé sont vaccinés. Moi, j'ai plus de 65 ans, je ne suis pas encore vacciné. Et là, franchement, il faut aussi être un peu plus terre à terre. L'effort COVAX n'est pas facile. Il y a ce nationalisme, mais en même temps, il faut admettre, sans les efforts et l'engagement, par exemple, des Américains, à un moment où ils ne sont pas rejoints au multilatéralisme, on n'aurait pas les vaccins qu'on a déjà maintenant. Et c'est un peu normal que, comme aux États-Unis, en Inde, on essaye, maudit comme le président Biden, il est préoccupé, bien sûr, avec ses propres citoyens et on est heureux qu'en même temps, il y a cette solidarité. Il y a peut-être aussi un effort à faire, parce que COVAX, c'est très utile, effectivement. Il y a peut-être aussi un effort à faire sur le prix en fait, des médicaments. On parle beaucoup du prix coûtant, et on sait très bien que ce prix coûtant n'a qu'une durée limitée, que du moment que cette durée de prix coûtant sera passée, les entreprises pharmaceutiques pourront définir des prix. Il y a des contrats qui ont été passés entre les États et les entreprises pharmaceutiques directement. Qu'est-ce que vous faites, M. Koenig, pour faire en sorte que le prix coûtant donc, permette un accès aux vaccins aux pays les plus pauvres, que ça puisse continuer? Il y a deux éléments. D'une part, COVAX, qui est géré notamment par Gavi et CEPI, sont les deux acteurs principaux de COVAX. Ils ont signé des contrats avec des firmes comme AstraZeneca, Oxford. Et COVAX reçoit le meilleur prix possible. Les vaccins contre le COVID-19 doivent être libres pour tout le monde et on n'est pas sûr tout le monde est sûr. Alors c'est une question importante que vous soulevez là. Professeur Bettina Boric, il y a aussi une autre question qui est importante à l'échelle de la Suisse, mais à l'échelle du monde, c'est cette question de l'immunité collective. Comment est-ce qu'on peut l'atteindre à un terme le plus court possible? Écoutez, pour les questions pratiques, moi je dirais il y a une première chose, c'est une compréhension vraiment de toutes les populations, de savoir déjà ce que ça vaut la vaccination. On a le problème des personnes qui doutent de la valeur d'une vaccination, où il faut travailler. Il y a les différentes propositions qui concernent aussi la question qui vient d'être évoquée, prix. Et la question, est-ce que les vaccins, c'est un common global good? Est-ce qu'il faut avoir des licences pour qu'on puisse produire plus rapidement dans le monde entier, dans tous les endroits où on peut produire? Il y a aussi les mouvements de pays qui ont demandé à ce que la propriété intellectuelle soit, dans le cas des médicaments, arrêtée pour pouvoir produire très rapidement. Et je pense que parmi toutes ces propositions, le fait est que c'est une décision politique et ça se joue maintenant au niveau politique, ces questions. Ça se joue entre WIPO, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et l'Organisation mondiale du trade, OMT. Et nous, en tant que santé publique, nous sommes à la fois
des médecins avec ces connaissances, mais aussi des gens qui regardent comment est-ce qu'on peut influencer les politiques pour le mieux de la santé des populations. Merci en tous les cas de nous avoir éclairé sur cette question. C'est vrai qu'on se pose énormément de questions. Justement, que fait la Genève internationale et comment nous, ici à Genève, en Suisse, eh bien justement, toutes ces décisions qui sont prises à grande échelle, comment est-ce qu'on en bénéficie? Et un des véritables enjeux, ce sera également la réponse de l'industrie pharmaceutique, des industriels de la santé. Thomas Koenig, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer là-dessus. C'est vrai qu'on parle maintenant de cette campagne de vaccination à très grande échelle à travers le monde. Sur ce point-là, notamment, est-ce que les industriels sont prêts pour répondre à cette demande qui est phénoménale? On a des partenariats, notamment avec l'Inde. Le producteur le plus grand des vaccins contre le Covid-19 actuellement, c'est la Chine, suivi de l'Inde. Et dans l'Inde, ce sont tous des partenariats avec des firmes comme Johnson & Johnson, AstraZeneca. Mais ce partenariat se font sur la base, pas seulement le brevet, ce n'est pas ce qui pèse dans la production de vaccins. Ce qui pèse, c'est une production complexe biologique. Et on a récemment convoqué un sommet de tous les fournisseurs, producteurs avec des organisations internationales pour discuter qu'est-ce qui sont les problèmes de monter à échelle, monter à l'ampleur la production de vaccins. Il faut s'imaginer, pré-Covid, la capacité totale dans le monde des vaccins était 3,5 milliards de doses, sans comptant la grippe saisonnale. Maintenant, on parle de 10 milliards de doses en 2021, seulement pour le Covid-19. On parle d'un triplement d'augmentation de capacité. Ça pose des problèmes, des pénuries d'ingrédients. Par exemple, le vaccin de Pfizer-BioNTech qui est utilisé en Suisse a plus que 230 différents matières, ingrédients pour produire le vaccin qui viennent de 18 pays. Et le problème, c'est la pénurie de certaines matières premières, c'est la manque, par exemple, de fioles en verre, c'est la manque des nanoparticules lipides qui sont utilisés pour les vaccins. Pardonnez-moi, sont les problèmes. Le premier, ce n'est pas le problème. Pardonnez-moi, c'est intéressant ce que vous soulignez là. Ça veut dire qu'on nous promet des doses massives de vaccins, notamment en Suisse, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Est-ce que ces petits grains de sable dans les rouages par rapport à des matières premières ou une certaine partie de la chaîne d'approvisionnement pourrait un petit peu gripper la machine? Moi, j'avoue très franchement, j'ai été étonné il y a 3-4 mois que tout le monde a attendu que ça bouge sans problème. Parce que tous les experts que moi j'ai consultés m'ont dit la seule chose qui est sûre, qu'on aura des problèmes montés à l'ampleur sans problème. On l'a vu en Suisse où on a eu des délais de livraison, on l'a vu partout. Mais ce qu'on voit aussi, c'est vraiment maintenant, ça bouge et ça bouge rapidement grâce à la collaboration entre firmes. Par exemple, Novartis, qui n'était plus dans les vaccins, est revenu et assiste à Pfizer-BioNTech. Il y a Bayer et d'autres dont le projet a échoué ou été retardé, comme Sanofi, GlaxoSmithKline, qui sont revenus. C'est vraiment, il y a des partenariats sans précédent. Mais quelque chose qui, à mon avis, est important pour Genève internationale, c'est l'importance du multilatéralisme. C'est que les États-Unis sont revenus à la table et ils sont partenaires maintenant dans la collaboration ACTA. C'est aussi ce qu'on s'est rendu compte de l'importance du secteur privé, parce que de temps à autre, lorsque j'écoute des collègues de l'OMS, j'ai l'impression que les vaccins étaient développés, recherchés, même produits dans les usines et les labos de l'OMS. Et en effet, en principe, tout ça s'est fait soit en Inde, dans quelques soit instants ailleurs, sur ce point important des partenariats entre le public et le privé. Moi, ce qui m'intéresse quand on parle souvent du pôle santé de la Genève internationale, on a des difficultés à raccrocher ce pôle à ce qui se passe à Genève, en fait, à ce qui se passe en Suisse. Et je sais que les décisions qui sont prises par l'OMS aident juste aussi à la prise de décision des États. Donc, en fait, des décisions qui sont prises à l'OMS ont un impact sur les gens à Genève. Donc, comment se passe ce partenariat OMS-Canton de Genève? Comment se passe cette collaboration? Quels sont les liens ou les directives qui sont partagées, notamment entre les HUG, l'OMS, entre l'État et l'OMS? Monsieur Gaudens. Pardon. Monsieur je suis le seul directeur suisse à l'OMS actuellement. Alors, je connais ce lien
Je crois du côté technique, ça se passe très bien. Ça veut dire on a 6 centres collaborateurs, c'est des institutions scientifiques à l'Université de Genève, aux HUG, à un partenariat FIND qui sont centres collaborateurs. On a énormément d'ONG en relations officielles ou d'associations d'entreprises en relations officielles comme le IFPMA de M. Kouani. Alors, dans ce sens, ça se passe très bien. Des fois, je suis un tout petit peu déçu que la Suisse ne réfère pas plus à ce que l'OMS fait. J'ai l'impression qu'il y a bien des pays et des pays industrialisés qui se réfèrent plus. Et là, on pourrait encore plus renforcer cette collaboration. Politiquement, ça se passe bien. Vous avez un exemple? Dans les médias. Les médias d'autres pays se réfèrent plus souvent à l'OMS que les médias suisses. Les politiques se réfèrent plus souvent qu'en Suisse, dans ce sens, ce qu'on s'attendrait, comme on est en Suisse, qu'on se réfère régulièrement, se Donc, passe vous voulez dire un que les petit peu médias moins. voisins de l'OMS, même géographiquement, ne viennent pas assez souvent vous écouter, vous solliciter? Oui. Bettina Boric, vous êtes toujours avec nous. C'est un point de vue que vous partagez également à l'Institut de santé globale? Je pense qu'entre l'Institut de santé globale, il y a une collaboration sur 3 plans. Il y a l'enseignement qui se fait souvent avec l'aide et le soutien des personnes des institutions internationales, mais aussi nous, en tant que postdoctoral, école postdoctorale, on fait de l'enseignement à des diplomates de santé dans la Genève internationale. Deuxième plan, c'est au niveau personnel. Nous avons des liens très étroits. Je citerai par exemple Dr. Seth Berkley, directeur de Gavi. Il est professeur adjoint chez nous à l'Institut de santé globale, Puis ou nous, en quelques mots, aussi ce que la c'est Dr. l'Alliance pour Benedetta le vaccin, c'est ça, Allegranzi. hein? Et puis, il y a bien sûr les échanges dont vient parler M. Silberschmidt avec les ONG. Moi, je suis moi-même directrice exécutive de la Fédération mondiale des associations de santé publique et nous avons une position privilégiée, accréditée auprès de l'OMS, ce qui nous donne la possibilité d'interagir aussi, par exemple, dans l'Assemblée mondiale de la santé. Annick, vous qui suivez l'actualité de la santé au quotidien pour ID News, on peut également dire qu'à Genève, notamment à l'OMS, beaucoup de recommandations qui ont été appliquées en Suisse, le port du masque, les distances sociales, beaucoup de décisions après qui sont prises par Berne, émanent aussi de cette Genève internationale. Je pense qu'il y a une relation effectivement entre les décisions prises à l'OMS et les conseils ou les recommandations qui sont faites. Des fois, certains États, dont la Suisse, prennent des décisions plus rapidement que l'OMS parce que l'OMS a un temps de travail qui est quand même un petit peu plus long parce qu'il y a évidemment tout un processus de consultation qui est un peu plus long et le travail scientifique prend aussi un peu plus de temps. Comme c'est vraiment un organisme, comme l'a dit M. Silberschmidt, qui doit prendre des décisions sur des bases scientifiques, il faut attendre que les bases scientifiques existent avant de pouvoir donner des recommandations. Donc ça, c'est louable. Mais ce que signale M. Silberschmidt, je l'ai aussi remarqué en faisant le rapport, c'est qu'il y a un entre-soi dans la santé publique, dans la santé globale à Genève, et qui percole relativement peu ou difficilement dans le reste du public, notamment ici en Suisse. Et ça, je pense qu'effectivement, il y a des efforts de communication, peut-être de la part des médias, mais il y a aussi un effort à faire de la part du pôle santé de la Genève internationale pour être plus proche de la population et montrer ce qu'elle fait pour la population, qu'elle montre ce qu'elle fait au niveau mondial. C'est bien, M. Tedros donne des conférences de presse régulièrement, est très actif sur les réseaux sociaux, sur Twitter, mais je pense qu'il y a un intérêt à développer justement ce lien avec la population suisse et pas uniquement de Genève avec la population internationale. Ça, pour moi, c'est très important. Alors Annick, on va maintenant être très concret dans la troisième partie de cette émission spéciale sur l'aimant bleu pour savoir ce qui nous attend à très court terme et notamment à l'horizon de l'été. Et la question cruciale avant, évidemment, les vacances d'été sur lesquelles on a un petit peu de mal à se projeter, Golden Silberschmidt, cette question du passeport vaccinal, l'Europe veut peut-être l'appeler certificat, peu importe le nom, mais comment est-ce qu'on pourra se déplacer plus librement à l'échelle mondiale, entre continents notamment, et quand est-ce qu'on pourra le faire, à votre avis? Il y a une grosse question éthique qui ne se discute pas assez.
Si vous introduisez un passeport vaccinal, quelle est la base légale? Pour l'instant, le règlement sanitaire le permet uniquement pour la fièvre jaune. Il n'y a pas d'autre base légale. Il y a des pays qui vont plus loin, mais il n'y a pas d'autre base légale. Et pour des raisons d'équité, il faudra l'introduire en premier. Deuxièmement, qui est-ce que vous excluez? Est-ce qu'en introduisant un tel passeport, tous ceux qui n'ont pas accès au vaccin sont automatiquement pénalisés? Alors, on travaille tout aussi bien sur le côté technique d'avoir une version électronique, d'être prêt au moment où on est politiquement et juridiquement prêt, où on travaille aussi. Mais je crois qu'il y en a qui veulent aller trop vite en introduisant des Il y en privilèges. a, c'est qui? Des associations privées, mais aussi des États qui vont très loin, très rapidement. Quand l'Europe présente par exemple son projet de certificat de déplacement, est-ce qu'eux ils vont trop loin ou est-ce qu'au contraire ils sont... C'est la souveraineté des pays de pouvoir le faire, mais nous, on regarde au niveau global, si on introduit une telle chose, qui sont les perdants? Et est-ce qu'on a les droits de les exclure? Bettina Boric? Oui, je pense que ce point-là montre à quel point on est obligé d'être ensemble et d'être dans ce monde ensemble. Les questions du passeport montrent que d'une part, il va falloir refaire le règlement sanitaire international en vue de ce qu'on a vécu ou ce qu'on vit dans la pandémie. Et deuxièmement, les décisions par rapport à un passeport ou aux moyens de voyager sont une décision politique, éthique et de santé. Et ce défi-là, on doit le prendre maintenant. Donc, ces décisions sont extrêmement importantes, mais doivent être faites d'une manière multidisciplinaire. C'est pour ça aussi, Annick Chevillot, que l'OMS souhaite voir établir un traité pour gérer cette pandémie et les éventuelles pandémies qui pourraient arriver derrière. Oui, c'est très important parce que ça, effectivement, c'est un des points qui est absent du règlement sanitaire international. Et c'est vraiment très important de pouvoir introduire ces questions éthiques. Comme l'a dit M. Silberschmidt, exclure des gens parce que l'on développe un certificat d'immunité pour qu'on puisse voyager ou se redéplacer plus librement est problématique parce que cela va certainement, en tout cas j'ai pas les chiffres, mais en tout cas si on regarde d'ici l'été la vaccination, comment elle aura progressé, on va exclure plus de gens qu'on ne va inclure dans ce certificat d'immunité. Donc là il y a une véritable question éthique qui se pose et ces différentes modifications, ces différentes réformes qui devront intervenir au niveau de l'OMS sont importantes pour la population mondiale, mais aussi pour les Suisses qui veulent aussi eux continuer pouvoir se remettre à voyager, en fait, à se déplacer. Avec ces nouvelles bases qui sont nécessaires, M. Silberschmidt, c'est aussi une raison pour laquelle on a besoin d'une OMS plus forte aujourd'hui pour éviter ces tensions entre pays ou ces actions qui sont parfois isolées? Effectivement, et c'est une question de volonté politique. Le traité que vous avez mentionné, on le propose parce qu'il faut plus de volonté politique. J'étais négociateur en 2005 pour le règlement sanitaire, qui est techniquement un instrument très important, très solide, mais où il y a les finances qui manquent et la volonté politique de surmonter ces défis. Et dans ce sens, oui, il faut une OMS plus forte et il faut un ralliement entre les attentes gigantesques envers l'OMS et le financement très modeste que les États sont prêts à donner. Alors, soit ils doivent baisser leurs attentes, ce qui ne va pas se faire, soit le financement doit augmenter pour renforcer l'organisation, pour pouvoir livrer au monde encore plus ce que le monde attend. Thomas Kueni, une dernière question avec vous. Est-ce que, du point de vue de l'industrie pharmaceutique, vous estimez que les acteurs privés, aujourd'hui, se comportent de manière équitable vis-à-vis des États, vis-à-vis des populations, pour qu'on atteigne une bonne solution qui soit harmonieuse et la plus équilibrée possible? Ou est-ce qu'on est vraiment dans une vraie lutte commerciale, comme certains l'imaginent, entre laboratoires ou entre industriels? Non, je crois que vraiment les laboratoires se comportent d'une manière comme on aurait pu espérer parce que ce sont eux qui travaillent avec tout 24/7 pour développer des vaccins, des tests, mais aussi des médicaments. Thomas Kueni, avant qu'on se sépare très rapidement, je vais vous poser la question à chacun d'entre vous.
Vous estimez, vous imaginez qu'on pourra voyager à travers les continents librement à quel horizon? Cet été, l'été prochain? Fin de l'année. Je pense que je vais aller au Japon et je vais aller aux États-Unis fin de l'année et je vais être vacciné. Bettina Boric, vous pensez que ce sera possible d'ici peu également? Écoutez, pour la boule de cristal, je ne peux pas vous prédire. L'OMS n'a pas de boule de cristal non plus. Je peux vous citer ce que j'ai dit à des amis en début d'année. Je suis confiant pour l'année prochaine. Bon, on verra comment s'organiser pour l'été prochain. C'est un plaisir, Annick, Merci beaucoup pour d'avoir l'invitation. évidemment pour alimenter cette discussion qui pourrait se prolonger naturellement très longuement. Je rappelle que le rapport que vous avez signé pour la Fondation pour Genève, qu'on peut trouver sur le site internet de la Fondation pour Genève, Covid-19, que fait la Genève internationale? Eh bien, on peut le télécharger gratuitement, puis on peut suivre vos articles également sur le flux santé de ID News. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Gordon Sieberschmidt de l'OMS, professeur Bettina Boric également qui était avec nous, et Thomas Kueni. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous sur Les Mains Bleus. À très bientôt.